Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Êtes-vous tendance ou souhaitez-vous l'être? Si vous répondez oui, ce qui suit dans les prochaines minutes va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de tendance, de ce qui est in, de ce qui l'est moins. À notre micro, des collègues experts qui interprètent ce qui se passe sur le marché avec différents indicateurs, mais aussi avec leur pif, avec la connaissance qu'ils possèdent du marché de l'alcool. C'est un gars, une fille aujourd'hui, la fille de chiffres. Notre collègue Isabelle Godet, analyste des stratégies de mise en marché à la SAQ, c'est elle qui analyse les chiffres, les données, qui voit les courbes sur les graphiques monter et descendre. Il y a le gars de plancher, notre collègue Samuel Dubois, un expert des tendances qui est prof pour les ateliers tendances de l'ITHQ et qui travaille à la SAQ Sélection de la rue Papineau à Montréal. Plongez donc dans l'océan des tendances pour connaître ce qui émerge chez nous comme ailleurs dans le monde. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 21, les tendances 2023. Isabelle, Samuel, salut, bonjour, bienvenue. Salut Yann. Salut Yann. Super content que vous soyez là. Vous avez répondu d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme à notre invitation. On aime bien ça. On peut dire que vous deux, vous devez toujours avoir une longueur d'avance pour que les produits qui suscitent un intérêt nouveau sur les tablettes de la SAQ, qu'on puisse justement les offrir sur nos mêmes tablettes. Commençons par la fille de stats, des chiffres. Donc, Isabelle, comment tu t'y prends pour compiler le data, les données qui te permettent d'aiguiller les achats de la SAQ vers de nouvelles catégories en émergence? En fait, Yann, si on résume ça en une toute petite phrase, c'est « on a les yeux partout ». Okay. On consulte des analyses sérieuses sur les tendances mondiales et on en fait aussi sur notre propre marché pour voir ce qui se passe. Il n'y a pas juste les chiffres non plus qui sont importants là-dedans. C'est le fun d'avoir l'intervention des gens qui sont sur le terrain, dont les producteurs, les agents ou les fournisseurs, qui ont vraiment les deux mains dedans, que ce soit autant en recherche et développement que de par la présence qu'ils ont sur les marchés mondiaux. Une fois qu'on a ça, bien, c'est sûr qu'on prend toute l'information, on essaie de capter ça puis de voir comment ça se traduit sur notre marché à nous. Parce que ce ne sont pas toutes les tendances qui s'appliquent partout. Des fois, on a des phénomènes qui sont totalement québécois. Puis aussi, l'important là-dedans, c'est de s'ajuster en continu parce que les tendances, ça évolue toujours. Oui, ça bouge tout le temps. Toi, Samuel, il y a une rumeur qui court sur la rue Papineau. Là. Semble-t-il que tu vois avec ton pif voir venir de très, très loin les tendances qui s'en viennent dans les mois à venir. C'est inné chez vous à ce qu'on dit. C'est vrai, ça? J'aimerais bien, mais comme le dit Isabelle, c'est d'avoir les yeux partout, lire. Moi, j'ajouterais écouter, donc les oreilles partout. Et le pif, c'est bien dit, se mettre le nez dans tous les produits qui passent à notre proximité pour bien sentir, bien déguster. Donc, il y a d'une part, oui, les producteurs qui viennent à notre rencontre, les fournisseurs, les agents, les contacts avec les gens de la restauration, où il y a toujours une petite avant-garde. Les clients aussi qui reviennent de voyage, qui ont vécu des expériences, qui veulent la reproduire au Québec. Ça, c'est une belle source d'information. Donc, vraiment, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on peut peut-être les voir venir d'un petit peu plus loin, ces tendances-là. Je te donne l'exemple du fameux taux de sucre qu'on a affiché maintenant à la SAQ. Ouais. Les clients sont extrêmement à l'écoute de ça, très sensibles à ça. Donc, on voit, par exemple, que les vins les plus secs vont avoir la cote et les producteurs, de l'autre côté du spectre, ils vont avoir tendance à s'ajuster à ça pour répondre à ce besoin-là. Donc, il y a toujours une espèce d'échange entre le marché puis les producteurs. Et moi, de mon côté aussi, au travers des ateliers que je donne à l'ITHQ dans le cadre des ateliers de tendance, on va aborder toutes sortes de thèmes qui plaisent à cette clientèle-là. Là, en ce moment, on a un sur les vins oranges, un autre sur les cidres artisanaux. Il y a rouge de soif, dont on pourra reparler peut-être plus tard. Puis, à l'horizon, on voit se dessiner minéralité et terroir volcanique. Donc, une tendance, c'est pas nécessairement une catégorie de produits, mais parfois des caractéristiques recherchées par la clientèle. OK. Aujourd'hui, nos critères de sélection pour trouver un produit, puis tu le mentionnes, Samuel, ça a beaucoup changé. Là. Avant, on disait c'était blanc ou rouge. C'était pas plus compliqué que ça. Les critères sont plus précis, nos clients sont plus curieux. Me semble qu'on s'y perd un peu maintenant, justement, dans l'abondance de termes, puis de critères, puis de caractéristiques. Est-ce que je me trompe, Isabelle? Mais en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus précis aujourd'hui ce qu'on recherche. Samuel l'a mentionné, le client évolue, ses goûts changent aussi, les producteurs s'adaptent. Donc oui, effectivement, dans les dernières années, il y a eu beaucoup plus de vins à faible teneur en sucre. On parle aussi de vins plus frais maintenant, ou du côté des spiritueux avec des arômes diversifiés pour être sûr qu'on offre une variété à nos consommateurs.
Mais il y a aussi des choses qui sont super importantes comme le verre allégé ou les cultures en biodynamie qui deviennent une pierre importante dans l'arbre décisionnel du consommateur aujourd'hui parce qu'il fait de plus en plus une consommation responsable et il fait des choix aussi en ligne avec ses valeurs. Vraiment, le client, il gagne en sensibilité, selon moi. Donc, oui, la demande est plus exigeante, mais il y a une plus grande ouverture qui vient avec. Donc, le client, ce qu'il recherche, c'est une expérience. Il veut découvrir, il est curieux. Par exemple, un client qui vient me voir pour un rouge léger puis qui me parle d'un vin du Beaujolais. C'est sûr, moi, je vais avoir tendance à y présenter mon offre du Beaujolais, mais si ce que je sens qui va plus répondre à ces critères, à ce qui m'a partagé dans ses Ou même désirs. à ce que tu as senti en filigrane de ce qu'il te dit. Là. Exactement. Ben là, si dans ma tête, ce que j'ai de hot, c'est un vin de Sicile, ben je peux l'amener puis proposer le produit qui va avoir des caractéristiques goulaillantes, super le fun, sur un fruité pimpant qui va l'attirer. Puis souvent, ben, la personne va partir avec le produit que je lui ai proposé puis va revenir en me disant « Hey, tu m'as bien lu. Fais-moi un autre conseil comme ça. » Mais c'est ça, il y a des critères précis qui sont plus nombreux, mais il y a aussi beaucoup de découvertes. Nos clients sont vraiment friands de découvertes puis de se faire amener un peu ailleurs, justement, par les conseils comme toi, Samuel, en succursale. Absolument. Alors là, on va passer. C'est un moment historique Sous le bouchon, je vous le dis. Merci d'y participer. On est très heureux d'être là pour ça. Ah, écoute, je le sens. Il y a beaucoup de fébrilité dans le studio présentement. Je vous propose un jeu, le premier quiz de l'histoire de Sous le bouchon. Donc, je vais vous donner le nom d'un produit ou d'une catégorie, puis vous me dites si c'est tendance ou pas. Okay? Puis là, vous avez un buzzer en plus. Là, on a sorti la totale pour notre premier jeu questionnaire, notre premier quiz à Sous le bouchon. Donc, un premier produit. La tequila. Isabelle. Tendance, totalement tendance. Dans la dernière année, c'est une augmentation de vente de 58 %. Puis même par rapport à 2 ans, les ventes ont doublé. Puis on parle de... Maintenant, c'est une base à cocktail, mais c'est aussi un spiritueux de dégustation. Samuel, là-dessus? Oui, bien, 100% d'accord avec Isabelle. Moi, je vois, entre autres, dans le monde de la mixologie, des cocktails à base de mezcal qui ont un goût fumé. Mais je me demande, Isabelle, ça s'inscrit dans les tequilas? Ça s'inscrit dans les tequilas, puis en plus, c'est vrai, c'est un bon point que tu amènes. Le mezcal, les ventes ont triplé en 1 an. OK, quand même. Donc, c'est vraiment tendance. C'est vraiment tendance. Puis, si je peux ajouter, il y a également les spiritueux d'agave québécois, parce que tequila, c'est une appellation contrôlée, donc c'est exclusif au Mexique. Donc, si des distillateurs québécois veulent faire une eau de vie à l'agave, ben, elle va être sous la dénomination spiritueux d'agave. Et ces produits-là, ben, ils sont également sur nos tablettes et sont vraiment intéressants. OK. Deuxième produit. Vous êtes prêts? Vos buzzers sont prêts? Parfait. Oui. Deuxième produit, le vin rouge. In ou pas in? Isabelle. Le vin rouge, c'est populaire, mais la vraie tendance, c'est du côté du vin blanc qu'on le voit aujourd'hui. Il y a des pays comme la Grèce, l'Autriche, l'Afrique du Sud qui ont des belles croissances dans la dernière année, 18 %. Okay. Puis il y a aussi des endroits qu'on ne pense pas nécessairement en premier pour un vin blanc, si je pense à l'Italie, le Rhône, mais qui ont des super belles croissances aussi. La même chose pour l'Espagne qui est à plus 13 dans la dernière année. Moi, c'est sûr, je vois les chiffres. Toi, Samuel, de ton côté, tu le vois-tu, cette tendance-là, sur le terrain? Oui, je le vois. Je vais voir une transformation un peu de l'offre. Les blancs, de plus en plus, sont prisés par nos clients. Ils sont devenus légaux des rouges, que ce soit pour la gastronomie, pour les grands vins, pour les belles occasions. Donc, je pense que la perception des gens s'est transformée. Avant, si je pense aux années précédentes à la SAQ où je donnais du conseil, le rouge avait beaucoup la part du lion. Ouais. Là, maintenant, il y a vraiment plus une équité. Et la connaissance aussi des vins blancs est meilleure. Donc, on leur reconnaît davantage leur qualité. Donc, ici, vraiment une transformation dans la perception de la clientèle. Ce que je vois pour les rouges aussi, une transformation. Ceux qui ont la cote, à mes yeux, en ce moment, c'est vraiment les rouges qu'on va appeler des rouges de soif. Ceux-là... C'est quoi, ça? Ah, c'est la question, sur tous les mots. Inscris-toi à notre atelier tendance. Merci, belle plug. Plus spécifiquement, un rouge de soif, donc c'est un vin qui a une belle buvabilité. Tous les rouges de soif partagent environ 3 caractéristiques. Une fraîcheur, donc une belle acidité, une légèreté dans la structure, donc on est loin des gros rouges très costaud, très tannique. Genre un vin de quart. Oui, qui serait un excellent exemple de vin très corsé. Là, on est sur des vins
plus souple en termes de structure, et un fruité généralement juvénile, donc des notes qui sont proches du fruit qu'on récolte, qui est croquant, qui est frais. Donc souvent, ce ne sont pas des vins destinés à la garde, quoiqu'il y a toujours des exceptions. C'est des vins qu'on va boire dans leur jeunesse pour leur qualité là, d'énergie puis de fraîcheur. D'accord. Troisième produit, là, c'est 2-0 Isabelle, là, Samuel, je ne vais pas te mettre de pression. Oui, quick, là. Troisième produit, les prêts à boire. Samuel. Oui, très tendance. On le voit. Pourquoi? Ben, ils sont bons, ils sont équilibrés et il y a une diversité. En plus qu'une explosion de produits locaux. Donc, moi, quand j'ai été embauché à la SAQ, ben l'offre était beaucoup moins diversifiée que ça. C'était des produits généralement très, très, très sucrés et des caractéristiques aromatiques qui me semblaient un peu plus chimiques pour moi. Donc là, on s'est éloigné de ça. Donc, il y a une révolution dans la mixologie dans les dernières années. Là. Moi, quand j'ai fait mon cours de mixologie en 2006, c'était vraiment, là, on faisait le Cuba Libre, là, le fameux rum and coke, là, c'était simple. Là. C'était rhum, la canette de cola, la petite lime puis de la glace en ouais. Là, maintenant, on peut faire toutes sortes de choses, mais mettons, pour reprendre le même drink, on y va pour un bon rhum de qualité, on y va pour un concentré de cola qu'on allonge avec de l'eau pétillante à notre goût. Je presse une demi-lime là-dedans. Et là, on commence à avoir un drink pas mal plus intéressant. Wow, on est ailleurs, là, complètement. Hein? Isabelle, là-dessus? Ouais. Bien, c'est vrai, les prêts à boire, c'est vraiment une très forte tendance. Les ventes ont triplé par rapport à il y a 5 ans. Et puis, il y a comme une révolution, si je peux dire, il y a quelques années, quand on a introduit les prêts à boire à base d'eau pétillante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé au bon moment où les gens étaient plus soucieux de consommer des produits qui étaient plus faibles en sucre. Donc, ça a vraiment répondu à une demande à ce moment-là. C'est une catégorie qui est totalement portée par la nouveauté. Puis d'ailleurs, cette année, tu parlais d'un cocktail à base de rhum. Il y a beaucoup de prêts à boire qui ont été introduits en début de saison qui sont à base de rhum. Donc, on vous invite à aller y goûter. Donc, le rhum est tendance. Donc, c'est 2-1. Je tiens le score bien frais à votre mémoire. Quatrième produit, puis une gamme qui est très importante. On parlait de consommation responsable tantôt. Faible taux d'alcool. Isabelle. Totalement tendance. C'est une catégorie de produits, puis là, on s'entend que ça couvre plusieurs catégories de produits, les produits faibles en alcool. Les ventes ont doublé en 3 ans. Ce qui est super intéressant pour le consommateur, c'est aussi que l'assortiment s'est développé. Les produits se raffinent. Il y a de plus en plus de choix. L'offre a vraiment doublé aussi dans les 2 dernières années. Samuel, là-dessus, tu le vois aussi sur le plancher? Absolument. Donc, un lien avec les prêts à boire dont on vient juste de parler, où l'offre est superbe. Et ben, dans les prêts à boire faibles en alcool, c'est la même chose. On voit aussi des bières faibles en alcool. Ouais. Et des spiritueux également, faibles en alcool, qui sont très intéressants pour notre clientèle, qui amènent de la diversité. Donc ça, c'est vraiment super. Puis ça, Isabelle, je comprends que c'est pas juste au Québec que ça se passe, là, cet engouement-là. C'est vraiment planétaire. Tu as tout à fait raison, Yann. C'est vraiment partout qu'on voit cet engouement-là. C'est vraiment pas propre à notre marché. Il y a une conscientisation sur plusieurs catégories de produits aussi, pas seulement les faibles en alcool, mais d'autres produits de consommation où les gens font attention. Et il y a de plus en plus de marques aussi qui offrent des alternatives aux clients, que ce soit des produits de mode faits à base de fibres recyclées, ou même des produits de marque de luxe qui commencent à en faire en matière recyclée. Plus, hein? Oui, et en cuir vegan aussi. Ça, c'est tout à fait en lien avec les valeurs des consommateurs d'aujourd'hui. Puis, ce qui est intéressant du côté du faible en alcool, c'est que le consommateur qui achète du faible en alcool aujourd'hui achète aussi des produits qui ont une plus forte teneur en alcool. Donc, vraiment, ce n'est pas un consommateur exclusif à ces produits-là. Puis encore aussi, qui est encore plus beau par-dessus ça, c'est qu'on ne se tient plus non plus autour des dry months seulement. Oui, genre après les fêtes où ce que les gens disent, OK, là, ma consommation, je l'arrête complètement ou je suis plus modéré. Exact. Donc, c'est tout au cours de l'année. C'est au cours de l'année, ça commence à se lisser les ventes. Donc, vraiment, les consommateurs adoptent cette tendance-là. Tout à fait. On progresse vraiment, je trouve, comme société, puis dans toutes les sphères. Moi, personnellement, là, une petite anecdote, j'écoute ma game de hockey du mardi soir, là. Ben, si je peux avoir ma bière faible en alcool, tant qu'il y a un bon but qui se marque, puis que là, c'est vraiment plaisant. Tant que ton équipe gagne, c'est correct. Ouais. C'est ça. Voilà. Puis au niveau des mocktails aussi, tu dois le voir aussi en succursale, les gens font plus en plus de mocktails. Là. Tout à fait. Puis c'est apprécié. Moi, j'aime bien, par exemple, offrir un mocktail en canette qui recoupe les prêts à boire, donc. Puis là, ben, mettons, je prends un gin tonic faible en alcool. Et là, je l'allonge, je fais une belle présentation. Glaçons, quelques tranches de lime, quelque chose de super. Les gens se régalent quand ils viennent chez moi. Puis, en plus, c'est beau.
J'ai l'air d'un top mixologue. Ben oui, tout à fait. Ça donne le goût. On s'en parlera après l'enregistrement. Il reste une catégorie à notre quiz, bio et nature. Isabelle. En fait, les deux sont tendance. OK. Mieux boire, c'est à la mode. Faire des choix qui sont éco-responsables aussi. Puis le vin bio, pour les ventes à la SAQ, ça représente 12 de nos ventes, puis c'est en croissance de 17 dans la dernière année. Samuel, toi, tu vois la même chose aussi? Même chose. Les vins nature, notamment, c'est toujours tendance. Ça dérougit pas. Ce que je constate, par contre, c'est un élargissement de la clientèle intéressée. Jadis, on voyait, c'était les cool kids qui venaient demander ça, qui en avaient bu dans les bars à vin. Mais là, maintenant, les gens sont plus conscients de c'est quoi un vin nature, qu'est-ce que ça implique. Et je vais avoir vraiment cette demande-là de toute ma clientèle. Je sais pas si tu as l'information, Isabelle, mais combien les ventes nature peuvent représenter? C'est 4 de nos ventes à la SAQ. Puis je pense que tu as raison quand tu parles de la clientèle qui s'élargit, parce que dans nos rencontres en famille, il y a de plus en plus de gens qui nous parlent, peu importe la tranche d'âge maintenant, de plus en plus de gens qui nous parlent de bio et de nature. Il y a les vins oranges aussi dont j'aurais envie de parler parce qu'il y a comme un chemin croisé avec le bio et le nature. Beaucoup le sont. Et c'est une catégorie qui après un bel essor où on a eu vraiment un bourgeonnement de produits, là, j'ai l'impression que ça stagne un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle? C'est vrai, on voit un peu la même chose de notre côté où il y a eu vraiment une explosion de l'offre dans les 2 dernières années. Cette année, il reste quand même une petite croissance à plus 3 %, mais c'est peu comparé à l'année dernière où on avait presque doublé les ventes de l'année avant. OK. Là, c'est 4-1, Samuel. Je pense que c'est pas mal la fin, mais je te donne pour l'honneur peut-être là, une dernière catégorie. Les bulles. Isabelle. Oh. Je suis désolée, Samuel. Aïe, aïe, aïe. Les bulles, oui, c'est tendance. C'est sûr que pendant la pandémie, on ne voyait pas le même pattern. Il y a eu des comportements différents, mais après la sortie de pandémie, il y a on refait des rencontres entre amis, on refait des rencontres en famille, puis les bulles, on la cote. Puis les bulles, non pas nécessairement juste à boire comme ça, mais vraiment comme base à cocktail aussi, que ce soit le mousseux, le cava ou le prosecco. L'Aperol Spritz, là, c'est une tendance. C'est tendance, mais c'est un classique à la mode aussi. Samuel? Oui, je suis d'accord avec Isabelle que la bulle revient après les années de pandémie où on en vendait peut-être un peu moins. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une demande auprès d'une clientèle qui était moins friande de ça. Donc, on voit que la bulle, elle est populaire auprès d'une clientèle qui va écouter le hip-hop, qui va être un peu dans cette lignée-là, le rap. On a vu, par exemple, des rappeurs fameux comme Jay-Z investir en champagne en ressuscitant la maison Armand de Brignac et en créant son champagne de luxe Ace of Spades. Très, très, très à la mode. Ben là, maintenant, c'est fini parce que Jay-Z a vendu ça. Puis là, maintenant, il est rendu à cognac. Donc, on voit le même phénomène là-bas. Mais cette clientèle-là s'intéressait relativement peu à ces produits-là il y a quelques années et maintenant, ils sont prisés. Donc, ça, c'est un phénomène que je constate. Il y a aussi les cidres effervescents et les cidres artisanaux qui s'inscrivent dans certains cas dans les bulles parce que plusieurs sont pétillants. Et là aussi, je trouve qu'il y a une transformation de l'offre. On va faire des produits de cidre pétillants de plus en plus en direction du nature, des fois troubles, plus secs également. Ces produits-là aussi sont prisés. C'est vrai que aussi, tout cidre confondu, on est à plus 15, donc les cidres effervescents et tout ça, ça participe vraiment à la croissance de la catégorie. Est-ce que j'oublie quelque chose dans tout ça là, pour mettre fin à notre quiz? On sait qui va gagner de toute façon. Là. Bravo Isabelle. Merci. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui sont tendances qu'on n'a pas nommées? Bien, on a parlé des tequilas, des mousseux comme base à cocktail, mais il y a aussi d'autres bases à cocktail qui ont le vent dans les voiles. Puis là, je pense au vodka et au rhum, vraiment. Ensuite, si on s'éloigne un petit peu des spiritueux, il y a les petits formats, donc les demi-bouteilles de vin. Il y a comme un regain de popularité. Puis, est-ce que c'est par rapport, est-ce qu'il y aurait plus de gens qui vivent seuls aujourd'hui ou c'est par rapport au budget discrétionnaire qui, depuis 1 an environ, est beaucoup plus sollicité qu'il l'était avant? Fait que ça peut être un lien avec ça. Et le lien petit format budget, bien, il y a aussi petits prix qui reviennent tranquillement dans nos baromètres pour voir. Fait qu'on surveille ça du coin de l'œil. Samuel? Ouais, petit prix, tout à fait d'accord. Moi, je vois beaucoup de demandes pour ces produits-là. Dernièrement, j'ai été d'ailleurs appelé à en choisir dans le cadre d'un tournage pour la SAQ. J'en ai goûté plusieurs. J'étais surpris de l'offre bio dans cette catégorie-là et également de la qualité des produits que j'ai dégustés parce que, bon, c'est pas nécessairement les produits que les producteurs viennent nous faire déguster, mais ils sont tout à fait dignes d'intérêt et la qualité est au rendez-vous. Ça fait partie aussi, jusqu'à un certain
point respecter son budget, de s'inscrire dans la consommation responsable. On ne peut pas céder toujours à toutes nos envies. Non, hein? tout à fait. Puis aussi, si vous me permettez, il y en a une autre qu'il ne faudrait vraiment pas passer à côté. Ce sont les produits locaux et les produits embouteillés au Québec. Parce que choisir ces produits-là, c'est vraiment une façon de consommer en étant soucieux de nos choix sur la santé de la planète. Tout à fait. Tout à fait. L'achat local, c'est important, évidemment. Puis il y a un autre type de produit aussi qui va faire son émergence là, dans les mois et les années à venir. Samuel, parle-nous-en. Ben, moi, ce que je vois dans ma boule de cristal, c'est qu'on a beaucoup de distillateurs au Québec. Hein. Il y a beaucoup de savoir-faire qui s'est développé. On l'a vu avec l'explosion des gins et des vodkas, mais plusieurs de ces distillateurs-là ont l'ambition de faire des whiskies de très haut niveau. Par contre, le whisky, comme on le sait, ça prend du temps. Il doit séjourner en barrique. Déjà, on en voit plusieurs qui émergent, qui sont intéressants. Mais au Québec, on a tout pour faire des très, très beaux whiskies. On a une eau d'une très grande pureté, en abondance. On a également des grains, dont de l'orge. Et pourquoi pas, si certains désireraient s'inspirer des whiskies des îles en Écosse, faire des whiskies fumés, on a des tourbières également au Québec. Ben, c'est la fin de notre quiz. Samuel, désolé, ça sera pour une prochaine fois. Ben oui. Bravo Isabelle. Félicitations Isabelle. Une tendance toujours un peu mystérieuse. On ne sait pas trop d'où ça sort, comment c'est né. Comment ça se manifeste au tout début, selon vous? J'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, ce que je constate souvent, c'est qu'il y a une onde de choc quelque part. Donc, dans une communauté, dans un endroit géographique où on se met à buzzer sur un produit ou sur un cocktail ou sur un type de vin, de spiritueux. Et là, de cet épicentre-là, il y a comme une onde de choc qui se répand. Tranquillement, ça fait une vague. Et là, ça atteint géographiquement des endroits qui sont plus éloignés, mais aussi d'autres profils de clients aussi. Donc, des fois, depuis l'épicentre, on a l'impression que la tendance est passée, mais c'est pas le cas. Elle est juste rendue plus loin. Tu sais, on parlait tantôt du fameux Aperol Spritz. Ben, c'est encore tendance, l'Aperol Spritz. Ça n'a pas arrêté d'être bon. C'est juste que ceux qui en ont bu à pu finir, ben, sont passés à autre chose. Tu sais. Tout à fait. Puis une tendance, c'est ce qui est difficile à analyser, puis super intéressant en même temps, c'est que c'est un phénomène qui est totalement imprévisible. Mm-hmm. Puis il faut qu'elle arrive au bon moment. On parlait du faible en alcool tantôt. Je pense pas que nos parents ou des grands-parents auraient été super ouverts au moment où ils amenaient leur fort dans les réunions familiales Ouais, à à penser l'époque à du un faible. Decaiper, tout ça. Exactement. Ouais, Fait que vraiment, il faut que ça arrive au bon moment. Puis t'en parlais un petit peu, Samuel. Il y a une différence entre une tendance émergente, qui est toute petite puis qui a une croissance fulgurante, puis des tendances qui s'installent, qui ont un bon volume, mais qui continuent à croître malgré que c'est adopté par plein de gens encore. Il y a une intensité dans les tendances. Exactement, aussi. oui. Ouais. Puis au Québec, c'est super le fun parce que le consommateur, il est curieux, il veut voir la nouveauté. Fait qu'on est comme un marché qui en crée peut-être des tendances, Samuel, es-tu d'accord? 100% d'accord. On a un microcosme un peu particulier au Québec avec cette diversité-là. Donc, les producteurs, ils font des fois des produits exclusifs pour le Québec, à notre plus grand bonheur. Des fois, ce qui est cool ici, plusieurs mois avant, ben ça va être cool à New York éventuellement. Donc, Oh, wow, okay. C'est quand même fou de dire Ouais, ça. c'est ça émerge d'ici. On avait fait un spécial tendance en 2022. C'est étonnant de voir comment les choses évoluent, vraiment. Là. On est ailleurs. Là. Je réécoute dans ma tête présentement l'épisode de l'année passée. Puis ça évolue vite. Ça valait la peine qu'on se remette à jour avec vous aujourd'hui. On fera certainement d'autres épisodes sur le sujet, mais avant de conclure cet épisode, j'aimerais que vous nous donniez vos prédictions. Tu as parlé de boule de cristal tantôt, Samuel, ce qui nous attend à plus long terme. Selon toi, Isabelle, là, en 2024, là, vers quoi nos clients vont se tourner? On en a parlé à la première balado-tendance, on en parle aujourd'hui, puis je pense qu'on va en parler à la prochaine, les produits locaux. C'est vraiment quelque chose qui ne dérougit pas. Donc ça reste et ça continue d'être tendance. La consommation responsable aussi, c'est vraiment, il y a comme une apogée, puis ça a parti de loin, mais ça va aller encore plus loin. Donc on va continuer à en parler. Côté produit, je pense aussi que le vin blanc va continuer son essor. Absolument, 100% d'accord. Le vin blanc, moi, je le vois en magasin. On en a parlé tantôt, mais si je peux rebondir là-dessus, là, il y a des catégories qui étaient peut-être un peu plus moroses ou, disons, mésestimées avant, desquelles on ne voyait pas nécessairement là, les qualités. Je pense, par exemple, au vin d'Aligoté en Bourgogne, Ouais. qui, maintenant, là, on en a des aligotés de très haut niveau. Les producteurs en font des superbes là, qui vont aller rivaliser avec d'autres grands vins blancs de Chardonnay, qui est le cépage historique de Bourgogne.
Le muscadet également qu'on va voir avec le cépage melon de Bourgogne en Loire. Ce sont des vins qui sont tous les deux ciselés, qui sont minéraux. Puis ça, c'est des traits que la clientèle recherche. Elle nous demande ça. Donc, on peut parler de tendance, là. Puis il y a aussi, du côté de la mixologie, on va rester très attentif à ce qui se passe là parce que les gens qui sont dans les bars et les restaurants veulent continuer à reproduire leur expérience à la maison. Puis je ne sais pas, toi, de ton côté, Samuel, si tu vois déjà des petites choses côté mixologie. Ben là, je suis en train de nous tirer au tarot en même temps qu'on se parle. Ouais, et je vois vraiment quelque chose dans ma boule de cristal. Non, mais plus sérieusement, j'ai de la famille en Argentine. Et là-bas, le gros buzz à Buenos Aires, c'est les bars à vermouth. À vermouth, ouais. OK. Donc, on va faire des vermouths de cépage. C'est un peu vintage, ça? Ben, c'est ça, hein? Mais c'est un pendule. Des fois, ça revient. Personnellement, j'aime bien les vermouths. Pendant longtemps, à la SAQ, l'offre n'était pas très, très, très grande. Là, je sens qu'elle se diversifie, entre autres avec le Québec. Mais là, en Argentine, je pense que ça va se rendre à nous. Notamment, l'Argentine, là, elle a gagné le dernier mondial de foot, de soccer. Lionel Messi est un icône. Il y a beaucoup, beaucoup d'attention qui est tournée vers cette nation-là. Je pense qu'on va en entendre parler un petit peu. OK. On va surveiller ça. Et si je peux terminer aussi avec un autre point qui s'inscrit toujours dans la lignée vin nature et compagnie, il y a une transformation d'un terme qui est très tendance, le terme funky. Il y a quelques années, on l'utilisait vraiment pour décrire des vins au profil aromatique là, un petit peu spécial, là, avec ce qu'on pouvait historiquement percevoir comme des déviances. Le côté pétillant qui est dans le vin qui est dû à une refermentation, le côté réduction qui sent un peu l'écurie, ou d'autres caractéristiques, la piqûre acétique, les vins qui ont un côté vaguement le vinaigre, là, je ne veux pas froisser personne, mais ça désignait des vins funky. Là, maintenant, on me demande des vins funky, mais ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de différent, une découverte, quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, je donne l'exemple, par exemple, des vins du Jura qui sont oxydatifs. Donc, ça, c'est pas une nouvelle tendance, là. En sommellerie, on le sait, ces vins-là, ils se font depuis des centaines d'années. Mais de découvrir ça pour le client, c'est funky. Donc, on a une curiosité, une recherche de ça. Toi, je ne sais pas, Isabelle, si tu aimes les vins funky. Moi, en fait, je me qualifierais comme une consommatrice curieuse, toujours ouverte aux découvertes parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous charmer. C'est bien ça. C'est tellement bien encapsulé, j'ose pas rien rajouter par-dessus ça. Isabelle, Samuel, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les tendances aujourd'hui. Félicitations encore, Isabelle, pour ta victoire au quiz. Samuel, tu auras peut-être une revanche l'année prochaine. Quel dégelé. Quel dégelé, hein? Félicitations, Isabelle. Merci d'avoir informé nos auditeurs de façon ludique aussi. Fait que bonne continuité à vous deux, puis au plaisir de se reparler de tendances en 2024, qui sait? Merci, Yann. Ça a été un plaisir, merci. Salut! Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Réalisation, Linda Bouchard. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Un merci spécial à Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.